Jeanne Villiers, jeune milliardaire et présidente d'un grand laboratoire pharmaceutique parisien, leva les yeux de l'écran de son ordinateur portable où s'affichaient les derniers rapports financiers. Son assistante Claire se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de réunion, tenant le téléphone avec une expression qui glaça instantanément le sang de Jeanne. « C'est l'hôpital Saint-Michel », dit-elle d'une voix tendue. « Ils disent que c'est urgent. » Le temps sembla se figer, tandis que Jeanne portait lentement le combiné à son oreille. Le cadre qui présentait les prévisions financières s'interrompit, et le silence dans la pièce devint assourdissant. Madame Villiers. La voix à l'autre bout du fil était grave prudente. Ici le docteur Mathieu Dupont de l'hôpital Saint-Michel. Il y a eu un accident de voiture impliquant votre mari Robert Villiers. Son état est critique. Vous devez venir immédiatement. Un accident, répéta-t-elle dans un souffle. Que voulez-vous dire? J'ai pris un café avec lui il y a 2 heures. Madame Villiers, je vous en prie, venez dès que possible. Il est actuellement en salle d'opération. Jeanne se leva si brusquement que sa chaise bascula derrière elle. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à rester debout. « J'arrive », dit-elle d'une voix étranglée. « Dites-lui que j'arrive. » Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un supplice. Chaque seconde semblait une éternité. Elle alternait entre prières silencieuses et messages désespérés envoyés au téléphone de Robert, resté muet. Marc, son chauffeur, franchit tous les feux rouges, mais le temps cruel refusait d'avancer. Les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent dans un sifflement qui ressemblait à un mauvais présage. L'odeur d'antiseptique et de désinfectant l'assaillit. Une infirmière l'attendait déjà à l'accueil, comme si elle savait exactement qui était Jeanne, l'épouse de l'homme qui se battait pour sa vie à quelques mètres de là. « Par ici, Madame Villiers. » La salle d'attente privée où on la conduisit était décorée de toiles abstraites et de fauteuils censés apaiser, mais qui échouaient misérablement à le faire. Jeanne refusa de s'asseoir. Ses talons, loup-boutin, martelaient le sol un rythme frénétique, dicté par l'angoisse. Le temps devint une entité visqueuse cruelle. Les minutes s'étiraient comme des heures. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer de sa détresse. Lorsque la porte s'ouvrit, enfin, Jeanne sut. Elle sut avant même de voir l'expression sur le visage du médecin. Elle sut avant qu'il n'ouvre la bouche. Elle sut avant d'entendre les mots qui allaient briser son monde. « Madame Villiers. » Le docteur Dupont ôta sa charlotte chirurgicale. Ses yeux étaient pleins d'une compassion qu'elle refusait de voir. « Nous avons tout tenté. Le choc a été d'une violence extrême. Les lésions internes étaient trop graves. Je suis désolé, mais votre mari n'a pas survécu. Le monde ne s'effondra pas dans un fracas. Il se désintégra dans le silence. Non. Le mot s'échappa de ses lèvres comme une prière tardive. Non, ce n'est pas possible. Je dois le voir. Je dois... Madame Villiers. Le médecin fit un pas vers elle, mais elle recula. Robert ne peut pas être parti. Il a une réunion ce soir avec les investisseurs. Il ne manque jamais une réunion. Les mots se brisèrent dans sa gorge, tandis que le docteur lui saisissait doucement les mains. « Si vous souhaitez lui dire adieu, » murmura-t-il, « c'est le moment. » Le couloir menant à la chambre où reposait Robert lui parut interminable. Chaque pas pesait davantage que le précédent. Lorsqu'elle atteignit enfin la porte, Jeanne hésita. Derrière, il y avait la confirmation d'un cauchemar dont elle ne se réveillerait jamais. Robert semblait dormir. Son visage était paisible, presque vivant, comme s'il allait ouvrir les yeux d'un instant à l'autre, et lui adresser ce sourire qui avait conquis son cœur des années plus tôt. Mais le silence était trop lourd, l'absence de mouvement trop insupportable. « Je t'aime », murmura-t-elle, en effleurant sa joue encore tiède. « Reviens-moi, je t'en supplie. »
Mais Robert Villiers, 35 ans, son mari, son partenaire, son meilleur ami, n'était plus. Les heures suivantes furent un brouillard de papiers assignés et de condoléances messages mécaniques. Jeanne signa sans lire, répondit sans entendre, traversant les couloirs, comme une automate, jusqu'à se retrouver seule dans son hôtel particulier. Le silence y était écrasant. Chaque pièce contenait un souvenir devenu une lame acérée, plantée dans son cœur. La tasse de café de Robert restait dans l'évier marquée d'une trace de rouge à lèvres. Sa veste préférée était encore posée sur le canapé, attendant d'être portée. Son parfum flottait dans l'air fantôme cruel de tout ce qu'elle avait perdu. Jeanne erra dans les couloirs, comme une ombre effleurant des objets désormais lourds d'une vie entière. Dans la chambre, le côté du lit de Robert était encore en désordre. Il disait toujours qu'il le rangerait plus tard. Dans le dressing, ses cravates classées par couleur témoignaient de ses manies qu'elle trouvait jadis à la fois charmantes et agaçantes. Lorsqu'elle atteignit enfin son bureau, ses jambes la trahirent. Elle s'effondra au sol engloutie par un chagrin sans nom consciente que plus rien jamais ne serait comme avant. L'ordinateur portable était resté ouvert sur le bureau, affichant le dernier courriel que Robert avait rédigé. L'écran de veille faisait défiler des photos d'eux, fragments figés d'un bonheur qui semblait désormais appartenir à une autre vie. La nuit tomba sur l'hôtel particulier des Villiers, enveloppant les murs de lueurs mouvantes et d'ombres dansantes. Quelque part, une horloge égrenait le passage implacable du temps, rappelant à Jeanne que le monde continuait de tourner alors que le sien s'était brutalement arrêté. Jeanne Villiers, 29 ans, présidente directrice générale de l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques du pays milliardaire, et désormais veuve, resta assise sur le sol du bureau de son mari jusqu'à l'aube, entourée des fragments d'une vie brutalement interrompue. Bientôt, elle devrait affronter le monde extérieur, passer des appels, organiser les funérailles, rencontrer les avocats, parler du testament. Mais pour l'instant, enveloppée de silence et d'obscurité, elle se laissait simplement exister dans le vide. Entre le dernier « je t'aime » du matin et le premier jour du reste de sa vie sans Robert. Les 2 jours qui suivirent la mort de Robert se déroulèrent comme dans un rêve fiévreux. Jeanne passait d'un appel à un autre, des préparatifs funéraires aux visites de l'avocat de la famille, comme à travers une vitre givrée. La décision d'organiser la veillée à l'hôtel particulier s'imposa d'elle-même. Robert avait toujours dit que leur maison devait rester un lieu de rassemblement et de vie. Le matin de la cérémonie se leva ironiquement radieux. Depuis la fenêtre de sa chambre, Jeanne observait les employés des pompes funèbres transformer le grand salon principal. Le piano à queue sur lequel Robert avait vainement tenté d'apprendre à jouer fut déplacé pour laisser place au cercueil d'acajou verni. Madame Villiers, la voix douce de la gouvernante, la ramena à la réalité. Les fleuristes viennent d'arriver avec les compositions. Jeanne hocha la tête, mécaniquement ses doigts jouant inconsciemment avec son alliance. Des lys blancs, les fleurs préférées de Robert. Il disait toujours que leur parfum lui rappelait le jardin de sa mère. Au fil de la matinée, l'hôtel particulier commença à se remplir. Le claquement des talons sur le parquet ancien se mêlait aux condoléances murmurées. Jeanne reconnaissait chaque visage, PDG, investisseur, politicien, toute l'élite économique et sociale, vêtue de noir impeccable, arborant, des expressions faussement recueillies. Jeanne Darling, l'épouse du président du conseil d'administration, l'enlaça avec un air affligé. « Quelle tragédie, ma chère! Une perte inestimable pour le marché. » Le vice-président d'un laboratoire concurrent lui serra la main. Robert était un visionnaire. Les mots glissaient sur elle sans l'atteindre. Chaque étreinte, chaque poignée de main, chaque « je suis désolé » sonnait creux mécanique. Jeanne se surprit à observer la scène comme une pièce mal jouée. Un groupe d'investisseurs, à voix basse, débattait déjà des conséquences de la mort de Robert sur le cours des actions. Plus loin, quelques dirigeants échangeaient en des cartes de visite, profitant du drame pour élargir leur réseau. Suffoquée par tant d'hypocrisie, Jeanne se réfugia derrière l'une des colonnes du hall.
De là, elle apercevait partiellement le cercueil de Robert, entouré d'arrangements floraux, désormais d'une ostentation absurde. Le murmure constant des conversations fut soudain interrompu par une légère agitation près de l'entrée. Jeanne se pencha légèrement intriguée et la vit. Une fillette pas plus de 4 ans traversait le hall en portant un bébé dans ses bras. Ses petits pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le parquet ciré, et ses vêtements usés contrastaient violemment avec les tailleurs et costumes de luxe autour d'elle. Le bébé, tout aussi pauvrement vêtu, dormait paisiblement contre elle. Jeanne retint son souffle fascinée par cette apparition irréelle. L'enfant avançait avec une détermination surprenante pour son âge, ignorant les regards indignés des invités. Ses cheveux sombres vaguement attachés en queue de cheval se balançaient à chaque pas. Arrivée devant le cercueil, la fillette ajusta délicatement le bébé dans ses bras avant de s'agenouiller. Le silence qui suivit fut total, comme si tout le monde avait été ensorcelé par cette scène inattendue. « Merci d'avoir été notre héros. » Oncle Robert, dit-elle, d'une voix claire et douce qui résonna dans le grand salon. « Maintenant tu es un ange au ciel. » Jeanne sentit les larmes couler sur ses joues avant même de s'en rendre compte. Il y avait dans la simplicité de ces mots, dans la sincérité absolue de cette petite voix, quelque chose qui transperçait la torpeur dans laquelle elle vivait depuis la mort de Robert. Le bébé remua légèrement dans les bras de la fillette, poussant un petit soupir. Elle le réajusta avec une tendresse infinie, murmurant des mots doux que Jeanne n'entendit pas. Poussée par un élan qu'elle ne s'expliquait pas, Jeanne sortit de sa cachette. Ses jambes tremblaient tandis qu'elle s'avançait vers les enfants, mais avant qu'elle ne puisse les atteindre, un flot de voix indignée brisa le charme du moment. Qui a laissé entrer ces gosses? Où est-ce la sécurité? Appelez le concierge. Dans le bref tumulte qui suivit, la fillette se releva avec une agilité étonnante. Ses yeux croisèrent ceux de Jeanne, de grands yeux sombres emplis d'une sagesse bien trop ancienne pour son âge. Puis aussi soudainement qu'elles étaient apparues, elle disparut dans la foule des jambes élégamment chaussées, emportant le bébé avec elle. Jeanne appela une voix familière derrière elle. C'était Claire, son assistante personnelle. « Est-ce que tout va bien? » « Ne vous inquiétez pas, la sécurité s'en occupe déjà. » Mais Jeanne n'entendait presque pas. Son regard restait fixé sur l'endroit où les enfants s'étaient volatilisés. Qui étaient-ils? Comment connaissaient-ils Robert? Et pourquoi l'appelaient-ils « oncle » ? Et surtout pourquoi, pour la première fois depuis ce coup de fil fatal de l'hôpital, son cœur ressentait-il autre chose que la douleur? Le reste de la cérémonie s'effaça dans un brouillard de souvenirs confus. Jeanne joua mécaniquement son rôle de veuve endeuillée, remerciant, serrant des mains, recevant des condoléances qu'elle n'écoutait pas. Son esprit retournait sans cesse à cette scène, la petite fille pieds nus, le bébé endormi dans ses bras, la pureté déchirante de cette prière d'enfant. Lorsque la nuit tomba et que le dernier invité quitta les lieux, Jeanne se retrouva de nouveau seule dans le silence de l'hôtel particulier. Elle s'approcha du cercueil désormais entouré de lys qui commençait à faner. Du bout des doigts, elle caressa le visage paisible de Robert. « Qui était-il, Robert ?» murmura-t-elle dans le vide. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit encore ?» La question resta suspendue dans l'air, se répercutant contre les murs déserts. Mais quelque chose en elle avait changé. À la place de l'engourdissement qui l'avait habité depuis des jours, naissait une curiosité brûlante, presque physique, le besoin de découvrir la vérité sur ces enfants mystérieux. En montant les marches vers sa chambre solitaire, Jeanne sut qu'elle ne pourrait pas se reposer avant d'avoir percé ce secret. Les mots de la fillette résonnaient dans sa tête. Notre héros, oncle Robert. Quel genre de héros son mari avait-il été et pour qui? Les réponses à ces questions changeraient sa vie à jamais, même si elle ne le savait pas encore. Pendant les 3 jours qui suivirent les funérailles, l'image des 2 enfants ne la quitta pas. Elle se retrouva pour la 3e fois dans le bureau de Robert,
fouillant parmi les papiers, à la recherche du moindre indice relevé bancaire, notes éparses, reçut tout ce qui pouvait expliquer le lien entre son mari et ses enfants. Marc, dit-elle dans l'interphone. Prépare la voiture, nous devons faire quelques visites. Jeanne avait mémorisé l'itinéraire quotidien de Robert en consultant l'historique GPS de sa voiture. Il faisait toujours un détour régulier, chaque mardi et jeudi, vers la même destination, une pharmacie du quartier, commerçant de la ville. La pharmacie centrale n'avait rien à voir avec les officines chics qu'elle fréquentait habituellement. L'enseigne était délavée et une vieille clochette tinta lorsqu'elle poussa la porte vitrée. L'air conditionné bourdonnait luttant contre la chaleur du matin. « Je peux vous aider ?» demanda le pharmacien, un homme d'âge mûr aux lunettes épaisses, à peine levé de ses papiers. « Oui, » répondit Jeanne en ajustant son sac Hermès sur son épaule, se sentant étrangement déplacée. « Je suis Jeanne Villiers. » Le nom produisit un effet immédiat. L'homme releva brusquement la tête, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. « Madame Villiers, je suis sincèrement désolé pour votre perte. » « Merci, dit-elle doucement en s'approchant du comptoir. J'ai besoin d'informations sur les médicaments que mon mari achetait ici. » Le pharmacien, le docteur Dupont, indiquait son badge pâli visiblement. « Madame Villiers, il y a des questions de confidentialité. C'est un des médicaments pédiatriques, n'est-ce pas? » insista Jeanne, la voix tremblante. « Pour un bébé? » Dupont retira ses lunettes et les essuya nerveusement avec le pan de sa blouse. « Votre mari demandait une discrétion absolue. Et maintenant qu'il est parti, lâcha-t-elle plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. Elle inspira profondément, adoucissant son ton. « S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. » L'homme hésita longuement avant de pousser un soupir résigné. « Oui, c'est un des traitements pédiatriques spécialisés. Très coûteux. Monsieur Villiers payait toujours en espèces et demandait qu'aucune trace ne soit conservée à son nom. Quel type de traitement? Pour une maladie auto-immune rare, dit-il à voix basse. Des médicaments que peu de familles peuvent se permettre. Votre mari, c'était un homme bien, Madame Villiers. Un homme très bien. Jeanne sentit les larmes lui monter aux yeux, son Robert cachant de tels secrets, accomplissant de tels gestes. En silence. Y avait-il une adresse de livraison? Non, il venait toujours les chercher. Lui-même, répondit le pharmacien après une hésitation. Enfin, une fois il y a eu une urgence et j'ai dû livrer. Il griffonna rapidement quelque chose sur un morceau de papier. Appartement 302 rue des Quais, Ivry-sur-Seine. Jeanne prit le papier d'une main tremblante. Le premier fil du mystère venait d'apparaître, et avec lui, la promesse d'une vérité, capable de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'homme qu'elle aimait. Le docteur Dupont hésita encore, puis finit par dire d'une voix basse. « Une fois, il y a eu une urgence. J'ai dû livrer moi-même. » Il griffonna rapidement quelque chose sur un morceau de papier. Quartier des Quais sur la rive est. Le quartier des Quais était un secteur populaire, à des années-lumière du monde d'hôtels particuliers et de voitures de luxe qu'habitait Jeanne. Lorsque Marc arrêta la voiture devant l'adresse indiquée, elle eut du mal à y croire. L'immeuble était ancien, 3 étages, à peine la peinture écaillée, jadis blanche. Madame Villiers dit. Marc en se tournant vers elle dans le rétroviseur d'un ton inquiet. « Êtes-vous sûr de vouloir entrer? » Jeanne hocha la tête, ajustant ses lunettes de soleil. Le hall sentait le renfermé et le produit ménager bon marché. Une vieille dame balayait le sol en fredonnant doucement pour elle-même. « Excusez-moi, » appela Jeanne d'une voix douce. « Je cherche. » La femme leva la tête et quelque chose dans son regard fit s'arrêter. Jeanne eut une expression de reconnaissance immédiate. « Oh !» dit la vieille femme en s'appuyant sur son balai. « Vous êtes l'épouse de Monsieur Villiers. » Le cœur de Jeanne s'emballa. « Vous le connaissiez. »
Bien sûr, répondit-elle avec un sourire triste. Un homme si bon. La femme Madame Martha, se présenta-t-elle, désigna du doigt le 3e étage. Appartement 302. Il l'a loué pour les enfants. Les enfants. La voix de Jeanne vacilla. Une petite fille et un bébé, Madame Martha, hocha lentement la tête. Des anges, ces deux-là. La petite Lila si mature pour son âge. Et le bébé Étienne, toujours malade le pauvre. Votre mari a été une bénédiction pour eux. Comment? Balbutia Jeanne. Comment se sont-ils rencontrés? Ça, je ne sais pas, ma chère. Un jour, il est venu, a loué l'appartement à payer 6 mois d'avance. Il venait tous les mardis et jeudis. Elle reprit son balai, baissant la voix. Je ne devrais pas en dire plus. Il demandait toujours la discrétion, vous savez. Jeanne gravit les marches, comme en transe, ses talons, résonnant sur le béton nu. 3e étage, appartement 302. La porte était simple, en bois, bon marché, la serrure fatiguée. Elle frappa une fois, puis une autre. Silence. Ils sont sortis, tôt ce matin lança la voix de Madame Martha depuis le rez-de-chaussée. Ils partent toujours tôt. Jeanne appuya son front contre la porte froide, laissant enfin les larmes couler sur ses joues. Derrière ce battant se trouvait la vie secrète de Robert, une vie de bonté et de compassion qu'il lui avait cachée. « Pourquoi, Robert, murmura-t-elle dans le silence, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Le soleil commençait à décliner lorsqu'elle regagna son hôtel particulier. Les découvertes du jour pesaient sur son esprit comme des pierres précieuses et douloureuses. Son mari, l'homme qu'elle croyait connaître, si bien menait une existence parallèle, faite de générosité silencieuse. Assise dans son bureau luxueux, Jeanne ouvrit son ordinateur et commença à prendre des notes médicaments coûteux, appartement loué, visites régulières, une fillette nommée Lila, un bébé nommé Étienne. Chaque élément était un fragment d'un puzzle qu'elle devait résoudre. Je les retrouverai, promit-elle, à la photo de Robert posée sur son bureau. Et je comprendrai pourquoi tu les as gardés secrets. La nuit tomba sur l'hôtel particulier des Villiers, mais Jeanne resta à son bureau, entourée de notes et de questions sans réponse. Quelque part dans la ville, au 3e étage d'un vieil immeuble délabré, 2 enfants tenaient le secret des gestes de bonté silencieuse de Robert Villiers. Et Jeanne était décidée à découvrir toute la vérité. Quelques jours plus tard, Jeanne gara sa berline devant l'immeuble décrépit du quartier des Quais. Le contraste entre sa voiture rutilante et les façades écaillées ne pouvait être plus saisissant. Elle resta un instant immobile, les mains crispées sur le volant, observant l'entrée du bâtiment à travers le pare-brise. C'était un mardi matin, le jour précis où, selon les habitudes de Robert, les enfants devraient être là. Inspirant profondément, elle sortit enfin du véhicule, ajusta son tailleur et lissa machinalement sa jupe. Ses talons claquaient sur le trottoir fissuré tandis qu'elle s'approchait de l'entrée. Le hall était exactement comme dans son souvenir, même odeur de moisi et de désinfectant bon marché, même mur, défraîchi, même sol usé. Pas de traces de Madame Martha cette fois, et Jeanne s'en sentit presque soulagée. Elle n'aurait pas supporté d'autres questions, ni un regard de pitié supplémentaire. Elle monta lentement les escaliers, le cœur battant un peu plus fort à chaque marche. Que dirait-elle une fois arrivée? Comment réagiraient les enfants? Et surtout, était-elle prête à entendre les réponses? Arrivée au 3e étage, elle s'arrêta devant la porte 302. Un instant, elle demeura immobile à l'écoute. Derrière la porte, elle perçut le murmure feutré d'une télévision et la voix douce d'un enfant. Jeanne prit une grande inspiration, leva la main et frappa 3 fois. Le silence qui suivit fut si profond que Jeanne entendit battre son propre cœur. Puis des petits pas s'approchèrent de la porte. « Qui est là ?» demanda une voix d'enfant méfiante mais douce de l'autre côté. Jeanne déglutit difficilement. « Je m'appelle Jeanne Villiers. J'étais la femme de Robert. » Un court silence s'installa suivi du cliquetis de plusieurs verrous que l'on déverrouillait.
La porte s'ouvrit lentement, révélant la même fillette que Jeanne avait aperçue aux funérailles Lila. Les yeux de l'enfant s'écarquillèrent de surprise. « Vous êtes la belle dame des photos d'oncle Robert, dit-elle, d'une voix à la fois émerveillée et prudente. Jeanne sentit un nœud se former dans sa gorge. « Oui, c'est moi. Est-ce que je peux entrer? » Lila hésita, ses grands yeux sombres fixés sur Jeanne, comme pour sonder son âme. Puis, lentement, elle ouvrit la porte plus largement et s'écarta. L'appartement était petit, mais étonnamment accueillant. Les murs, bien que vieux, étaient peints d'un jaune pâle. Un canapé usé mais propre occupait la majeure partie du salon, et une petite télévision diffusait des dessins animés à volume bas. Dans un coin, un berceau simple abritait un bébé endormi Étienne. « Il vient juste de s'endormir », expliqua Lila d'une voix calme en refermant la porte. « Il a passé une mauvaise nuit. » Jeanne hocha la tête, incapable de trouver les mots. Son regard parcourait la pièce, absorbant chaque détail sur la table basse, quelques livres d'enfants, et à côté plusieurs flacons de médicaments qu'elle reconnut immédiatement des traitements d'une valeur exorbitante. « Est-ce que vous allez bien tous les deux ?» demanda-t-elle enfin, la voix tremblante. Lila la regarda avec une intensité bouleversante. « On se débrouille », répondit-elle simplement. Puis, comme si un souvenir l'avait frappée, elle ajouta « Je suis désolée pour oncle Robert, il était vraiment gentil avec nous. » Les mots de la fillette transpercèrent Jeanne comme une flèche. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. « Peux-tu me parler de lui, de votre rencontre ?» Lila fit signe à Jeanne de s'asseoir sur le canapé. Elle se percha à l'autre bout, repliant les genoux contre elle minuscule sur le grand coussin. C'était un soir de pluie, commença-t-elle, d'une voix douce mais assurée. Étienne était très malade. Il avait beaucoup de fièvre et je ne savais pas quoi faire. On cherchait à manger derrière un restaurant quand oncle Robert nous a trouvés. Jeanne écoutait captivée, tandis que Lila racontait cette nuit fatidique, comment Robert, en rentrant tard du travail, les avait vus fouiller les poubelles, et comment, au lieu de passer son chemin ou d'appeler la police, il s'était approché pour leur parler inquiet. Il a vu qu'Étienne brûlait de fièvre, poursuivit Lila, le regard lointain. Il n'a pas hésité une seconde. Il nous a emmenés directement à l'hôpital. Ce qu'elle raconta ensuite révéla toute la bonté de Robert. Non seulement il paya les soins d'Étienne, mais il s'assura aussi que Lila soit elle-même examinée et soignée. Dans les jours qui suivirent pendant la convalescence du bébé, Robert se dévoua à comprendre leur situation. « Nos parents sont morts dans un accident de voiture », expliqua Lila, la voix tremblante. « On n'avait plus personne. Les services sociaux voulaient nous séparer, envoyer Étienne dans une famille et moi dans une autre. Je ne pouvais pas laisser faire. Il est tout ce qui me reste. » Le cœur de Jeanne se serra. Le courage et la détermination de cet enfant étaient à la fois admirables et bouleversants. C'est là qu'oncle Robert a eu l'idée de cet appartement, continua Lila, en désignant la pièce. Il a dit que ce serait notre secret, qu'il nous aiderait jusqu'à ce qu'on puisse rester ensemble légalement. À mesure que Lila parlait, Jeanne prenait conscience de l'ampleur de l'engagement de son mari. Il ne s'était pas contenté d'offrir un toit à ses enfants. Il leur avait donné de la nourriture, des vêtements, des jouets, et surtout les médicaments hors de prix dont Étienne avait besoin. Il venait dès qu'il le pouvait, dit Lila avec un petit sourire. Parfois, il apportait des cadeaux, des livres pour moi, des jouets pour Étienne. Mais le meilleur, c'était quand il restait d'ici à jouer avec nous ou à lire des histoires. Jeanne écoutait bouleversée. C'était un Robert qu'elle ne connaissait pas. Un homme capable d'une générosité immense, d'un amour discret et profond, prêt à changer la vie de deux enfants inconnus. « Il parlait beaucoup de vous, vous savez », ajouta Lila, surprenant Jeanne. « Il nous montrait vos photos, racontait des choses sur vous. Il disait qu'un jour, quand tout serait réglé, il nous présenterait, qu'on serait une famille. » Les mots de la fillette frappèrent Jeanne comme un coup au cœur.
Une famille. Robert avait voulu qu'ils forment une famille. « Je suis désolé, » murmura Jeanne, les larmes coulant enfin librement. « Je suis tellement désolé qu'il n'ait jamais eu la chance de le faire. » Lila s'approcha doucement, hésitante, puis, à la surprise de Jeanne, lui prit la main. « Il vous aimait beaucoup, » dit-elle d'une voix presque murmurée. « Il disait toujours que vous aviez le plus grand cœur du monde, et qu'un jour vous comprendriez tout cela. » Jeanne éclata en sanglots discrets, submergée par l'émotion. La bonté de Robert, la force de Lila, l'innocence du bébé, dormant paisiblement dans son berceau. Tout la frappa d'un seul coup. Et à cet instant, en croisant les yeux sombres et lucides de Lila, elle prit une décision. Elle ne savait pas encore comment, mais elle ferait tout pour honorer la promesse de Robert. D'une manière ou d'une autre, elle s'occuperait de ses enfants. Elle achèverait ce que son mari avait commencé. Lila murmura à Jeanne en serrant doucement la main de la fillette. « Penses-tu qu'on pourrait essayer d'être cette famille que Robert voulait? » Les yeux de Lila se remplirent de larmes, mais un vrai sourire timide et lumineux éclaira son visage. « J'aimerais vraiment ça, » répondit-elle simplement. Dans ce petit appartement du quartier des Quais, si loin du monde de luxe et de verre dans lequel Jeanne avait toujours vécu, elle sentit qu'elle faisait ses premiers pas sur un nouveau chemin, celui que Robert avait tracé un soir de pluie, en accomplissant un geste de pure bonté, et qu'il lui appartenait désormais de poursuivre. Un faible gémissement brisa le silence. Étienne s'éveillait. « Est-ce que je peux le voir ?» demanda Jeanne d'une voix hésitante. Lila hocha la tête et se leva guidant Jeanne vers le berceau. Le bébé remuait ses petits yeux papillonnants de sommeil. Quand il vit Lila, il éclata d'un large sourire sans dents. « Bonjour, mon trésor », murmura-t-elle tendrement en le soulevant dans ses bras, avec une aisance qui émerveilla Jeanne. « Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. » Jeanne la regarda bercer le bébé avec une douceur instinctive. Le lien entre eux était palpable, et elle ressentit une admiration profonde pour la maturité et le dévouement de la fillette. « Il est magnifique », dit Jeanne d'une voix émue, tendant un doigt que le petit saisit aussitôt dans sa main potelée. « Vous voulez le tenir », proposa Lila, ce qui prit Jeanne au dépourvu et lui serra la gorge. Elle hocha la tête. Lila lui tendit Étienne avec précaution, lui expliquant comment soutenir sa tête. Le poids du bébé dans ses bras lui parut à la fois étranger et étrangement familier. Jeanne contempla son visage de grands yeux curieux, la fixant empli d'une innocence tranquille. Il y avait dans ce regard quelque chose de Robert peut-être, la même bonté naturelle qu'il portait en lui. « Bonjour Étienne », chuchota-t-elle, les larmes lui montant de nouveau. « Je suis Jeanne, la femme d'oncle Robert. » Le bébé gazouilla joyeusement, serrant toujours le doigt de Jeanne entre ses petits poings. Elle sentit son cœur fondre devant ce geste minuscule. « Il vous aime bien », dit Lila en souriant. « D'habitude, il pleure avec les inconnus. » Jeanne rit doucement, berçant le bébé. « Alors, il doit savoir que je ne suis pas tout à fait une inconnue, » répondit-elle surprise par la vérité contenue dans ses propres mots. Tandis qu'elle berçait Étienne, son regard se promena à nouveau dans la pièce. Maintenant que le choc s'était dissipé, elle remarqua d'autres détails sur le mur. Des dessins colorés, visiblement faits par Lila, représentaient une petite fille, un bébé, et un homme grand, qu'elle reconnut immédiatement Robert. Sur une étagère, Jeanne aperçut quelques jouets éducatifs de la même marque que ceux que Robert achetait chaque année pour ses collectes caritatives. Lila dit-elle doucement, « Peux-tu me parler un peu de Robert? De comment il était quand il venait ici? » Le visage de la fillette s'éclaira. « Oh, c'était un des plus beaux jours, » répondit-elle en s'asseyant sur le canapé et en invitant Jeanne à faire de même. Jeanne prit place à côté d'elle, toujours avec Étienne dans les bras. « Il apportait toujours quelque chose de spécial », raconta Lila, les yeux brillants de souvenirs. Parfois, c'était à manger. Il savait que j'adorais la pizza au pepperoni. D'autres fois, il amenait des livres. Il aimait nous lire des histoires.
Jeanne sourit, se souvenant à son tour combien Robert insistait pour lire des contes aux enfants de leurs amis. C'était un côté de lui qu'elle avait toujours trouvé attendrissant, sans mesurer à quel point cela comptait pour lui. Mais le meilleur poursuivit Lila, c'était quand il restait pour jouer avec nous. Il inventait les histoires les plus folles. Elle rit les yeux perdus dans un souvenir heureux. Une fois, il a fait semblant que le canapé était un bateau de pirates, et on a passé tout l'après-midi à naviguer sur les 7 mers. Jeanne rit aussi, imaginant la scène, Robert si sérieux au travail jouant à fond le rôle d'un capitaine d'aventure. C'était un visage de lui qu'elle n'avait presque jamais vu. Et la pensée de toutes ces heures qu'il avait passées ici, emplissant ce petit appartement de joie et de rire, lui serra le cœur. Et il apportait toujours les médicaments. D'Étienne, ajouta Lila, la voix redevenue grave. Il m'avait appris comment les lui donner, à quelles heures. Il tenait tellement à nous. Jeanne hocha lentement la tête, serrant un peu plus le bébé contre elle. « Oui, » dit-elle d'une voix tremblante. « Il tenait vraiment à vous. » Robert avait le plus grand cœur de tous les hommes que j'ai jamais connus, murmura Jeanne, la voix brisée par l'émotion. Lila resta silencieuse un instant, semblant rassembler son courage avant de parler à nouveau. Enfin, elle leva les yeux vers Jeanne. Il parlait souvent de vous, vous savez. Il disait que vous étiez la personne la plus incroyable qu'il ait jamais rencontrée, et qu'un jour, quand tout serait arrangé, on serait une famille. Les mots de la fillette déclenchèrent chez Jeanne un tourbillon d'émotions. La joie de savoir que Robert parlait d'elle avec tant d'amour, la douleur de toutes les occasions manquées et une résolution grandissante d'honorer les souhaits de son mari. Lila, dit-elle doucement, choisissant ses mots avec soin, « Je sais que ça doit te paraître étrange, et peut-être un peu effrayant qu'une inconnue vienne ici comme ça. Mais je veux que tu saches que je suis là pour vous aider, pour continuer ce que Robert a commencé. » Lila la fixa longuement ses yeux d'enfant, semblant bien plus vieux que son âge. « Vous voulez dire que vous voulez vous occuper de nous. » Jeanne hocha la tête, les larmes aux yeux. « Oui, si tu me le permets. Je veux prendre soin de vous. Je veux vous offrir tout ce que Robert voulait pour vous. » Lila resta muette quelques secondes, laissant ses mots pénétrer. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle les retint avec courage. « Vous le voulez vraiment. »« Oui, Lila, je le veux vraiment, » répondit Jeanne avec une certitude nouvelle qui la surprit elle-même. « Robert vous aimait profondément tous les deux, et je veux honorer cela. Je veux vous connaître, vous protéger, être la famille qu'il rêvait que nous soyons. » Lila mordit à sa lèvre partagée entre l'espoir et la peur. « Mais, et si vous changez d'avis? Et si c'est trop difficile? Étienne a besoin de beaucoup de soins, vous savez. » Jeanne l'interrompit doucement, posant une main apaisante sur son épaule. « Lila, je sais que ce ne sera pas facile. Je sais qu'il y aura des moments compliqués. Mais je te promets que je n'abandonnerai pas. Tu comptes pour moi parce que tu comptais pour Robert. Et maintenant que je te connais, tu comptes pour moi, pour ce que tu es. » Ces mots semblèrent briser quelque chose en Lila. Un sanglot lui échappa, et avant que Jeanne ait le temps de réagir, la fillette se jeta dans ses bras, prenant garde à ne pas écraser le bébé. Jeanne l'entoura de son bras libre, serrant contre elle la fillette et le nourrisson. Elle sentit les larmes de Lila tremper son chemisier, et les siennes se mêlèrent aux siennes. « C'est fini, » chuchota-t-elle en caressant les cheveux de l'enfant. « C'est bon de pleurer. Tu n'es plus seule, ma chérie. Je suis là maintenant. » Elles restèrent ainsi de longues minutes, le silence n'étant troublé que par les sanglots étouffés de Lila et les petits gazouillis d'Étienne. Quand la fillette se recula enfin les yeux rougis, il y avait dans son regard une lueur nouvelle, celle de l'espoir. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Jeanne inspira profondément, réfléchissant rapidement. « D'abord, il faut s'occuper de la partie légale. Je vais appeler les meilleurs avocats pour m'assurer que vous restiez ensemble sous ma tutelle. En attendant, je vais tout organiser pour que vous ayez ici tout le soutien nécessaire. »
Lila hocha la tête un peu dépassée, mais reconnaissante. « Et toi, jeune fille » ajouta Jeanne avec un sourire doux. « Je crois qu'il est temps de retourner à l'école. Tu ne crois pas ?» Les yeux de Lila s'écarquillèrent. L'école. Mais je n'y suis plus allé depuis longtemps. Et qui s'occupera d'Étienne? On trouvera une solution ensemble, la rassura Jeanne. Nous chercherons une bonne crèche pour lui avec du personnel capable de gérer ses besoins médicaux. Et pour toi, on fera en sorte que tu reprennes à ton niveau, avec toute l'aide qu'il faut pour rattraper ton retard. Lila sembla réfléchir, puis acquiesça lentement. J'aimais bien l'école avant que tout n'arrive. Alors on y retournera, dit Jeanne avec un sourire encourageant. Mais sans te presser d'accord, on fera tout à ton rythme. Je ne veux pas que tu te sentes dépassé. À ce moment, Étienne commença à gigoter dans les bras de Jeanne, poussant de petits gémissements impatients. « Oh, il doit avoir faim », dit Lila, en reprenant d'instinct son rôle de petite mère. « Je peux », Jeanne lui confia délicatement, le bébé observant avec admiration la manière naturelle dont Lila préparait un biberon tout en apaisant l'enfant. « Tu es incroyable, tu sais, dit Jeanne, avec un sourire attendri. La façon dont tu t'occupes d'Étienne, c'est impressionnant. » Lila haussa les épaules, un peu gênée, mais Jeanne vit la fierté dans ses yeux. « Quelqu'un devait bien s'occuper de lui, » répondit-elle simplement. Tandis que Lila nourrissait le bébé, Jeanne profita de l'instant pour examiner plus attentivement l'appartement. Malgré sa simplicité, tout était propre et bien rangé. Dans la petite cuisine, elle remarqua une pile d'ordonnances médicales et de notes détaillées concernant les traitements d'Étienne, toutes écrites de la main reconnaissable de Robert. Lila appela-t-elle doucement. « Tu me permets de regarder ces papiers? Ce serait bien que je comprenne mieux la maladie d'Étienne. » Lila hocha la tête, concentrée sur le biberon. Jeanne prit les feuilles, le cœur serré, en reconnaissant l'écriture de son mari. Il avait tout noté, les doses, les horaires, les effets secondaires possibles, les rendez-vous médicaux. Elle sentit un mélange d'admiration et de tristesse l'envahir. Robert s'était entièrement dévoué à ses enfants, apprenant tout sur la maladie d'Étienne, s'assurant que Lila sache quoi faire dans chaque situation. Et à cet instant précis, Jeanne comprit son mari n'avait pas seulement sauvé 2 vies, il leur avait offert un avenir, et maintenant c'était à elle de veiller à ce que cet avenir ne soit jamais perdu. Tandis qu'elle lisait les notes de Robert, Jeanne sentit peu à peu un plan se former dans son esprit. Elle allait utiliser ses relations dans l'industrie pharmaceutique pour s'assurer qu'Étienne ait accès aux meilleurs traitements possibles. Elle engagerait des infirmières spécialisées pour l'aider dans les soins quotidiens et pour former à la fois Lila et elle-même aux gestes nécessaires. Lila dit-elle en revenant au salon. « Je crois que je comprends la plupart des instructions, mais peux-tu me décrire la routine quotidienne d'Étienne? Je veux être sûre de ne rien faire de travers. » Lila acquiesça et passa les minutes suivantes à détailler minutieusement les horaires des médicaments, des repas et les soins particuliers qu'exigeait le bébé. Jeanne écoutait attentivement, prenant des notes mentales et posant parfois quelques questions précises. « Tu fais tout cela toute seule ?» demanda-t-elle admirative. Lila hocha la tête. « C'est oncle Robert qui m'a tout appris. Il disait que j'étais la meilleure infirmière qu'Étienne pouvait avoir. » Un sourire attendri se dessina sur le visage de Jeanne. Elle ressentit une vague de tendresse pour la fillette et pour Robert à la fois. « Eh bien, tu ne seras plus seule maintenant, » dit-elle doucement. « Nous allons nous occuper d'Étienne ensemble, d'accord? » Lila sourit visiblement soulagée. « Ce serait génial. » Au fil de l'après-midi, Jeanne, Lila et Étienne trouvèrent un rythme naturel. Jeanne aida Lila à préparer une petite collation, et bientôt leurs conversations dérivèrent vers des sujets plus légers. Les dessins animés préférés de Lila, les histoires que Robert inventait, les jouets qu'aimait Étienne. Quand le soleil commença à descendre derrière les immeubles, Jeanne se rendit compte qu'elle avait passé toute la journée dans ce minuscule appartement et qu'elle n'avait aucune envie de partir.
Le monde extérieur, avec ses réunions d'affaires, ses rendez-vous mondains et ses obligations, lui semblait désormais lointain et insignifiant à côté de ce qu'elle venait de découvrir ici. « Lila, dit-elle d'une voix douce, je sais que c'est soudain, mais est-ce que ça te dérangerait si je restais ici ce soir? Je n'ai pas envie de vous laisser seule. » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent, puis un timide sourire éclaira son visage. « Vous resteriez. Vraiment. » Jeanne hocha la tête avec une certitude qu'elle n'avait plus ressentie depuis la mort de Robert. « Oui, je resterai si tu veux bien. » Lila baissa les yeux vers Étienne, endormi dans ses bras, puis regarda Jeanne. « Ce serait bien, dit-elle doucement. Il y a un matelas de rechange dans le placard. Oncle Robert dormait parfois ici. » Le cœur de Jeanne se serra à ces mots. Combien de nuits son mari avait-il passé dans cet appartement veillant sur ses enfants, tandis qu'elle dormait seule dans leur demeure luxueuse, sans rien savoir, parfait, dit-elle, en forçant un sourire malgré les larmes qui lui montaient. « Montre-moi où est tout, et on préparera le dîner ensemble. » Lila hocha la tête avec enthousiasme, et toutes deux se mirent à fouiller la petite cuisine pour improviser un repas simple. Côte à côte, Jeanne éminçait des légumes pendant que Lila faisait cuire les pâtes. Et là, dans ce lieu modeste, baigné par la lumière dorée du soir, Jeanne sentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Dans cet appartement exigu auprès de ses deux enfants, qu'elle connaissait à peine, elle se sentait plus chez elle qu'elle ne l'avait jamais été dans sa vaste maison. La nuit tomba sur la ville, tournant une nouvelle page de la vie de Jeanne Villiers. Elle ne savait pas encore ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis la mort de Robert, elle se sentait habitée par une lueur d'espoir. Le matin suivant, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins, enveloppant la cuisine d'une clarté douce. Jeanne était assise à la petite table, entourée d'une pile de documents médicaux. Elle avait passé la nuit entière, à les étudier déterminée à comprendre chaque détail de la maladie d'Étienne. Laila entra, se frottant les yeux encore ensommeillés. « Bonjour, Jeanne. Vous avez veillé toute la nuit. » Jeanne leva la tête, étonnée de voir combien le temps avait filé. « Bonjour, Lila. »« Oui, je suppose que oui. Je voulais tout apprendre sur la santé d'Étienne. » Plus tard, Jeanne était assise sur le petit canapé du salon, feuilletant un album photo que Lila lui avait montré. Chaque page révélait une facette de Robert qu'elle n'avait jamais vue, riant aux éclats dans un parc lisant des histoires tirant de la langue devant l'objectif. C'était comme découvrir un autre homme, un être vivant chaleureux, sincère bien loin du cadre strict et réservé qu'elle avait toujours connu. « Il était toujours comme ça avec nous », commenta Lila, en remarquant son expression émue. Il disait qu'ici, il pouvait être lui-même. Sans pression, sans attente. Les mots de la fillette frappèrent Jeanne comme un coup. Elle avait toujours cru que Robert était pleinement lui-même à ses côtés. Et pourtant, peut-être ne l'avait-elle jamais vraiment connu. Il n'était jamais comme ça à la maison, murmura-t-elle plus pour elle-même que pour l'enfant. Leila la regarda avec une sagesse désarmante. Peut-être qu'il pensait devoir être différent là-bas, plus sérieux, plus adulte. Jeanne hocha lentement de la tête, sentant monter en elle un mélange complexe d'émotions, la fierté pour l'homme qu'il avait été l'admiration pour sa bonté, et aussi une douleur sourde d'avoir été tenu à l'écart de cette part de lui qu'il n'avait partagée qu'ici. Lila commença Jeanne d'une voix hésitante. « Est-ce que Robert t'a déjà parlé de la raison pour laquelle il ne m'a rien dit à votre sujet ?» La fillette resta silencieuse un instant, choisissant visiblement ses mots avec soin. Il disait qu'il voulait nous protéger, que moins il y aurait de gens au courant, plus on serait en sécurité. Elle fit une courte pause avant d'ajouter plus doucement. Mais il disait aussi qu'il avait peur. « Peur, répéta Jeanne surprise. Peur de quoi? De vous décevoir, je crois, répondit Lila d'une voix douce. Il disait que vous étiez incroyable, que vous travailliez dur pour aider les gens avec votre entreprise.
mais qu'il avait peur que vous ne compreniez pas pourquoi il faisait tout ça en secret. Jeanne sentit les larmes lui monter aux yeux. L'idée que son mari ait pu craindre sa réaction, qu'il ait pensé qu'elle ne comprendrait pas sa compassion, lui fit mal. Avait-elle donc été si obsédée par la réussite, les chiffres et les apparences qu'il avait cru devoir cacher sa bonté? « J'aurais compris », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour l'enfant. « J'aurais même voulu l'aider. » Lila posa alors une main réconfortante sur celle de Jeanne. Il le savait au fond de lui. Il disait toujours qu'un jour, il nous présenterait à vous, qu'on serait une vraie famille. Jeanne essuya ses larmes, un mince sourire tremblant aux lèvres. « Eh bien, je crois qu'on est en train d'exaucer son vœu. Tu ne trouves pas ça, pas Lila? » Hocha la tête souriante. « Oui, on l'est. » À ce moment-là, les pleurs d'Étienne résonnèrent dans l'appartement. Jeanne se leva presque par réflexe étonné de la spontanéité du geste. « Je vais m'en occuper, » dit-elle à Lila. « Tu en fais déjà tellement. » Elle prit le bébé dans ses bras, le calma doucement, changea sa couche, lui murmurant des mots tendres. En le berçant, elle se surprit à réfléchir à sa propre vie. Le contraste entre la chaleur de ce petit logement et le froid luxueux de son hôtel particulier lui apparut brutal. Pourtant, il y avait ici plus d'amour, plus de sens, plus de vie que dans tous ces salons de marbre et de cristal. Lorsqu'elle reposa Étienne dans son berceau, Jeanne retourna dans le salon où Lila rangeait quelques jouets. « Lila, demanda-t-elle doucement, je peux te poser une question, bien sûr. Est-ce que tu penses que Robert était heureux? Je veux dire, quand il était ici avec vous. » Layla répondit sans hésiter. « Oui, il était très heureux. Parfois, quand il arrivait, il avait l'air fatigué ou inquiet, mais après un moment à jouer avec nous ou à lire, il repartait toujours en souriant. » Le cœur de Jeanne se serra. Elle revit tant de soirs où Robert rentrait tard, épuisé, pour s'enfermer dans son bureau ou s'absorber dans des dossiers. Combien de fois avait-elle manqué l'occasion d'être elle aussi la source de ce sourire? « Vous savez, » continua Lila, « il parlait souvent de vous aussi. Il disait que vous étiez la raison pour laquelle il voulait devenir une meilleure personne. » Jeanne la regarda stupéfaite. « Il a vraiment dit ça, oui. Il disait que vous le motiviez, que vous étiez un exemple, que vous aidiez les gens à grande échelle et que ça lui donnait envie à lui d'aider à sa façon. » Les mots de l'enfant firent vaciller toutes les certitudes de Jeanne. Elle avait toujours vu leur vie professionnelle comme deux trajectoires parallèles rarement connectées, mais à présent elle comprenait qu'elles s'étaient nourries l'une de l'autre plus qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « J'ai toujours cru faire ce qu'il fallait, » murmura-t-elle. « Travailler, bâtir l'entreprise, générer de l'argent pour financer la recherche, faire des dons. » Lila la regarda avec une empathie désarmante. « Et c'est bien non. Vous aidez beaucoup de gens. » Jeanne hocha lentement la tête, lentement. « Oui, mais voir ce que Robert a fait ici directement avec vous, ça me fait me demander si j'en fais vraiment assez. » Layla sourit doucement. Oncle Robert disait toujours « Il n'y a pas une seule façon de faire le bien. » Il disait « Ce qui compte, c'est de faire quelque chose, peu importe quoi, pour rendre le monde un peu meilleur. » Les mots résonnèrent longtemps dans le silence. Jeanne sentit une vague d'amour et d'admiration l'envahir. Même après sa mort, Robert continuait de lui apprendre de l'inspirer à travers la voix d'une enfant. « Il avait raison, » dit-elle, les larmes aux yeux, mais le sourire aux lèvres. « Et je crois qu'il est temps que moi aussi je fasse plus, de façon plus directe, comme en s'occupant de nous, » demanda Lila espiègle. Jeanne rit doucement. « Oui, en m'occupant de vous, bien sûr. Mais aussi, peut-être en utilisant ma position dans l'entreprise pour aider plus de gens concrètement, comme lui l'a fait. » En parlant, Jeanne sentit naître en elle une détermination nouvelle. Découvrir la vie secrète de compassion de Robert
avait bouleversé sa vision du monde. Tu sais, Lila, reprit-elle avec un élan sincère, j'ai passé ma vie à croire que la réussite, c'était avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. Mais ce que Robert a fait ici avec vous me fait comprendre que la vraie réussite, c'est donner plus, aimer plus, aider plus. Lila l'écouta attentivement, ses yeux brillants de compréhension. Oncle Robert disait souvent quelque chose de pareil. Il disait « La vie ne se mesure pas à ce qu'on possède, mais à ce qu'on donne. » Jeanne sentit son cœur se gonfler d'amour et de gratitude. Dans cette pièce modeste entourée de ses 2 enfants, elle sut que son existence venait de changer pour toujours. Selbst nach seinem Tod lehrte sie noch, führte sie auf leise Weise dazu, ein besserer Mensch zu werden. Hatte recht, sagte Johanna leise. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich beginne, mehr nach diesem Prinzip zu leben. In diesem Moment, während sie Lina ansah und zum Kinderbett hinüberschaute, in dem Emil friedlich schlief, spürte Johanna, dass sie an der Schwelle zu einer großen Veränderung stand. Das, was sie über Roberts Taten erfahren hatte, war nicht nur überraschend, es war transformierend. Sie begann ihr bisheriges Leben voller Luxus und Erfolg in einem völlig neuen Licht zu sehen. All die Dinge, die ihr einst als Errungenschaften erschienen waren, die Villa, die Autos, der Schmuck, wirkten plötzlich leer im Vergleich zu dem, was Robert hier in dieser kleinen Wohnung aufgebaut hatte. Liebe, Familie, Sinn, das waren die wahren Reichtümer des Lebens. Lina sagte Johanna entschlossen, ich glaube, es ist Zeit, dass wir einiges ändern. Grundlegend ändern. Lina sah sie neugierig an. Was für Änderungen. Johanna atmete tief ein, ordnete ihre Gedanken. Zuerst kümmern wir uns um euch beide. Ich werde die besten Anwälte beauftragen, damit wir rechtlich zusammenbleiben können. Und dann, glaube ich, ist es an der Zeit, darüber nachzudenken, wie ich die Ressourcen der Firma einsetze. Sie machte eine kurze Pause, während sich ihre Gedanken formten. Robert hatte recht, direkt zu helfen, wirklich etwas im Leben anderer Menschen zu verändern. Vielleicht sollten wir eine Stiftung gründen, einen Teil des Unternehmensgewinns verwenden, um Kindern wie euch und Emil zu helfen. Linas Augen wurden groß. Sie würden das tun. Johanna lächelte. Ein ehrliches, warmes Lächeln, das sie seit langer Zeit nicht mehr gespürt hatte. Ja, das würde ich. Es ist das, was Robert sich gewünscht hätte. Und es ist das, was ich will. In diesem Moment hatte Johanna das Gefühl, die Welt zum ersten Mal mit Roberts Augen zu sehen. Sie verstand nun, warum er dieses Leben geheim gehalten hatte. Nicht aus Scham oder Angst vor ihr, sondern weil er wusste, dass manche Dinge zu kostbar sind, um sie der kalten, zynischen Geschäftswelt auszusetzen. Weißt du, Lina sagte Johanna sanft, ich glaube, ich verstehe Robert jetzt endlich. Nicht nur den Mann, den ich kannte, sondern den, der er wirklich war. Und ich bin so stolz auf ihn. Lina lächelte, Tränen glänzten in ihren Augen. Er wäre glücklich, das zu hören. Er wollte immer, dass sie es verstehen. Johanna nickte, während ihr selbst die Tränen über die Wangen liefen. Ich wünschte nur, ich hätte die Gelegenheit gehabt, es ihm zu sagen, dass ich ihn verstehe, dass ich ihn unterstütze, dass ich diese Seite an ihm noch mehr liebe. Lina trat näher und nahm Johannas Hand. Ich glaube, er weiß es. Irgendwie weiß er es. Johanna drückte Linas Hand fest, dankbar für den Trost. Danke, Lina, dass du mir diese Seite von Robert gezeigt hast, dass du mir geholfen hast, ihn zu verstehen. Sie standen eine Weile Hand in Hand da, verbunden durch etwas Tieferes als Worte. Johanna wusste, dass ihr Leben nie mehr dasselbe sein würde. Die Entdeckung von Roberts Mitgefühl hatte in ihr ein neues Bewusstsein geweckt. Einen Samen der Veränderung, den sie pflegen wollte. Als die Sonne unterging und goldenes Licht durch das Fenster fiel, machte Johanna ein stilles Versprechen. An Robert, an Lina, an Emil und an sich selbst. Sie würde Roberts Vermächtnis ehren. Nicht nur indem sie sich um diese Kinder kümmerte, sondern indem sie sein Mitgefühl in ihre Welt trug. In die Welt der Macht des Geldes und der Entscheidungen.
Sie würde ihre Position nicht länger nur für Profit nutzen, sondern um wirklich etwas zu bewirken. Johanna Wilkins, die einflussreiche Geschäftsführerin, würde zu etwas Neuem werden. Einer Kraft des Guten, inspiriert von der Liebe und Großzügigkeit ihres verstorbenen Mannes. Und auch wenn der Weg vor ihr unsicher und voller Herausforderungen war, sah sie ihm nun mit offenem Herzen entgegen. Roberts verborgene Seite, die sie zu Lebzeiten nie ganz gekannt hatte, würde fortan ihr Leitstern sein. Und in diesem Licht fand Johanna nicht nur den Schmerz des Verlustes, sondern auch das Versprechen eines Neubeginns. Für sie, für Lina, für Emil und für all jene, deren Leben ihre kommenden Taten berühren würden. Lina trat näher, ihr Blick fiel auf die Unterlagen, die auf dem Tisch verstreut lagen. »Onkel Robert hat das auch gemacht«, sagte sie leise. »Manchmal bin ich morgens aufgewacht und er saß noch hier, den Kopf auf den Papieren eingeschlafen.« Ein Stich durchfuhr Johannas Herz bei dem Gedanken an Robert. Immer so kontrolliert, so professionell, wie er hier über medizinischen Dokumenten eingeschlafen war, um einem Kind zu helfen, das nicht einmal sein eigenes war. »Er hat sich wirklich so sehr um euch gesorgt«, murmelte sie. »Ja«, antwortete Lina mit einem traurigen Lächeln. »Er sagte immer, Emil sei ein kleiner Kämpfer und dass wir diesen Kampf gemeinsam gewinnen würden.« Johanna nickte, wandte sich wieder den Papieren zu. »Lina, kannst du mir mehr über Emils Krankheit erzählen? Ich möchte genau wissen, womit wir es zu tun haben.« Lina setzte sich neben sie und plötzlich wirkte sie nicht mehr wie ein Kind, sondern wie eine kleine, entschlossene Fachfrau. »Emil hat eine seltene Autoimmunerkrankung«, begann sie mit fester Stimme. »Das bedeutet, dass sein Immunsystem, das ihn eigentlich schützen sollte, Teile seines eigenen Körpers angreift.« Johanna hörte aufmerksam zu, während Lina ruhig und sachlich erklärte, was die Krankheit bedeutete. Die Symptome, die Medikamente, die Risiken und Hoffnung. Und mit jedem Wort wuchs in Johanna nicht nur ihr Verständnis, sondern auch ihre Entschlossenheit. Sie würde kämpfen. Für Emil, für Lina, für Robert. La fillette parlait avec une compréhension qui dépassait de loin son âge. Elle utilisait les termes médicaux avec une aisance surprenante, expliquant des notions complexes d'une manière claire, accessible. Les médicaments aident à contrôler son système immunitaire, poursuivit Lila. Mais ils coûtent très cher et parfois ils ont de mauvais effets secondaires. Oncle Robert cherchait toujours de nouveaux traitements, il faisait des recherches pour trouver d'autres options. Jeanne sentit une vague d'admiration pour son mari défunt. Elle savait qu'il était passionné par son travail, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il applique cette même rigueur scientifique et cette même détermination à quelque chose d'aussi intime et altruiste. Est-ce qu'il t'a déjà parlé d'utiliser les ressources de l'entreprise pour vous aider? Demanda-t-elle intriguée. Lila secoua la tête. Non, il disait que c'était personnel, qu'il ne voulait pas tout mélanger. Jeanne hocha lentement la tête partagée entre la fierté et la tristesse. Fierté pour l'intégrité de Robert, tristesse d'avoir ignoré cette part de lui si profondément humaine. « Et toi, Lila ?» demanda-t-elle doucement. « Comment as-tu appris tout ça? Comment es-tu devenue si douée pour t'occuper d'Étienne ?» Lila haussa légèrement les épaules, mais un éclat de fierté passa dans ses yeux. « C'est oncle Robert qui m'a tout appris. Il disait, « Le savoir, c'est le pouvoir. Et plus tu sauras mieux, tu pourras t'occuper d'Étienne. » Jeanne imagina Robert assis à cette même table, expliquant patiemment à une petite fille les notions médicales les plus complexes, et son cœur se serra de tendresse et d'admiration. « Il passait des heures avec moi, reprit Lila, le regard perdu dans le souvenir. Il m'enseignait les noms des médicaments, les symptômes à surveiller. Parfois, on faisait des jeux pour que je m'en souvienne. »« Des jeux ?» demanda Jeanne, intriguée. Lila sourit. « Oui, il inventait des jeux de mémoire avec les noms des médicaments ou des devinettes sur les symptômes. C'était comme une grande aventure, un peu comme si on était des détectives en train de résoudre le mystère de la maladie d'Étienne. » Jeanne sentit les larmes lui monter une fois encore. C'était un Robert
qu'elle n'avait jamais connu patient imaginatif, capable de transformer quelque chose de grave et d'effrayant en un jeu, en une aventure que l'enfant pouvait comprendre et même aimer. Il nous lisait aussi beaucoup d'histoires, ajouta Lila, son visage s'éclairant d'un sourire nostalgique. Tous les soirs avant de dormir. Parfois des contes, parfois des histoires qu'il inventait lui-même. Des histoires qu'il inventait, s'étonna Jeanne. Robert si pragmatique, si attaché aux faits et aux chiffres. L'idée qu'il invente des histoires semblait irréelle. « Oh oui », répondit Lila avec enthousiasme. Il était très doué. Il avait une histoire sur un petit garçon courageux qui devait combattre des monstres invisibles dans son corps. C'était à propos d'Étienne et de sa maladie, mais il la racontait comme une aventure de super-héros. Jeanne imagina la scène Robert assis au bord d'un lit, les deux enfants blottis contre lui, sa voix douce donnant vie à un monde d'imagination et d'espoir. Cette image la réchauffa et la brisa à la fois. Comment avait-elle pu ignorer cet homme-là, cet homme capable de tant d'amour et de créativité? Et il disait toujours, continua Lila, la voix plus faible qu'un jour on serait une vraie famille, qu'il trouverait un moyen de nous adopter, de nous donner un vrai foyer. Les larmes de Jeanne coulèrent librement à présent. Il voulait vraiment ça, n'est-ce pas? Avoir vous deux comme partie de notre famille. Lila hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. Oui, il disait que vous aviez le plus grand cœur du monde. Et que quand vous apprendriez notre existence, vous nous aimeriez autant que lui. Jeanne tendit la main et prit celle de la fillette. Il avait raison, murmura-t-elle. Tu sais, je t'aime déjà, Lila. Et je ferai tout pour réaliser le rêve de Robert, qu'on devienne la famille qu'il voulait. Laila serra sa main, un sourire tremblant sur les lèvres. J'aimerais vraiment ça. À ce moment-là, les pleurs d'Étienne résonnèrent dans l'appartement. Laila se leva aussitôt, mais Jeanne l'arrêta doucement. « Je peux, demanda-t-elle. Je crois qu'il est temps que j'apprenne moi aussi à m'occuper de lui. » Laila hésita puis hocha la tête. « Bien sûr. Je vais te montrer comment faire. » Elles s'approchèrent ensemble du berceau. Étienne pleurait le visage rougi. Jeanne le souleva prudemment suivant les instructions de Lila sur la manière de le tenir. « Il a sûrement faim, » expliqua la fillette. « Et c'est aussi l'heure de ses médicaments du matin. » Jeanne observa attentivement pendant que Lila préparait le biberon et disposait les traitements nécessaires. La petite expliquait chaque étape avec précision, répétant les consignes de Robert comme une professionnelle. Il faut mélanger ce médicament avec le lait, dit-elle, mais doucement, pour ne pas faire de grumeaux. Sinon, il le remarquera et refusera de boire. Jeanne suivit les instructions avec application fascinée par la maîtrise et la maturité de Lila. En regardant cet enfant s'occuper de son frère avec autant de calme et de compétence, Jeanne comprit à quel point Robert avait eu raison de le savoir. L'amour, la patience, voilà ce qui sauvait des vies. Et désormais, elle ferait partie de cette chaîne. Une fois le biberon prêt, Lila montra à Jeanne comment tenir Étienne correctement pour le nourrir, comme ça dit-elle en ajustant doucement les bras de Jeanne. Il faut garder sa tête légèrement surélevée. Jeanne sentit une vague d'émotion la submerger tandis qu'elle donnait le biberon au bébé. Étienne la fixait de ses grands yeux curieux, apaisés et confiants, comme s'il l'avait toujours connue. « Vous vous en sortez très bien, » dit Lila, avec un sourire. Jeanne lui rendit son sourire ému par ce moment simple et tendre. « Merci, Lila. Merci de m'apprendre de me faire confiance. » Lila haussa les épaules, mais la fierté brillait dans son regard. Oncle Robert disait toujours que le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. Je crois qu'il serait heureux de nous voir comme ça. Jeanne hocha la tête, la gorge serrée. Je suis sûre qu'il le serait, ma chérie. Je suis sûre qu'il le serait. Tout en nourrissant Étienne, Jeanne posa d'autres questions à Lila sur leur quotidien, leurs difficultés, leurs petites victoires. Lila raconta les nuits où le bébé faisait de fortes fièvres et comment Robert venait parfois en pleine nuit pour s'assurer que tout allait bien. Il savait toujours quoi faire, dit-elle, d'une voix remplie d'admiration.
Même quand j'avais peur, il restait calme. Il disait qu'on devait être fort pour Étienne. Jeanne ferma les yeux un instant, imaginant Robert. L'homme qu'elle avait toujours connu, si posé, si professionnel, assis dans ce petit appartement, réconfortant une enfant terrifiée et soignant un bébé malade. Cette image la bouleversa. C'était un Robert qu'elle n'avait jamais connu, un homme de douceur et de courage. « Il était incroyable », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour Lila. « Oui », répondit la fillette doucement. « Mais vous aussi, Jeanne. Vous êtes ici, vous apprenez, vous essayez. Oncle Robert serait très fier de vous. » Les mots de Lila touchèrent Jeanne en plein cœur. Elle regarda le bébé dans ses bras, puis la fillette à ses côtés, et sentit en elle grandir une détermination nouvelle. « Merci, Lila, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je te promets que je ferai de mon mieux pour prendre soin de vous deux, comme Robert l'aurait fait. » Lila esquissa un sourire plein d'espoir et de confiance. « Je le sais, à nous trois on gagnera cette bataille. » Pour oncle Robert. Jeanne hocha la tête, le cœur gonflé d'amour et de résolution. « Oui, ma chérie, pour Robert et pour nous. Nous sommes une famille maintenant. » Et là, dans ce petit appartement avec Étienne dans ses bras et Lila à ses côtés. Jeanne sut qu'elle venait de poser les premiers pas d'un nouveau voyage. Un voyage d'amour, de soins, de famille. Un voyage que Robert avait commencé et qu'il lui revenait désormais de poursuivre. Le matin suivant, Jeanne se réveilla au doux souffle de Lila, endormie à côté d'elle. Elles s'étaient assoupies ensemble sur le canapé du salon, épuisées par une longue nuit de confidences et de révélations. Pendant un instant, Jeanne resta immobile, savourant la paix qui régnait dans la pièce. C'était étrange, cet appartement modeste si différent de son hôtel particulier, luxueux, lui paraissait désormais plus chaleureux, plus vivant, plus chez elle que n'importe quel autre lieu. Mais la sérénité fut bientôt remplacée par une vague de nausées soudaines qui la força à se redresser. Laila bougea un peu, mais ne se réveilla pas. Jeanne inspira profondément, cherchant à calmer le malaise qu'elle mettait depuis quelques jours sur le compte du stress et des émotions. Elle se leva avec précaution et alla jusqu'à la salle de bain. Face au miroir, elle eut un choc. La femme qui la regardait ne lui ressemblait plus. Ses yeux habituellement si vifs et assurés étaient adoucis par un mélange de tristesse, d'amour et de détermination. Son visage d'ordinaire parfaitement maquillé, dès l'aube, était devenu vulnérable humain. « Qui es-tu » murmura-t-elle à son reflet. « Et qui veux-tu devenir » Ces questions résonnèrent dans son esprit tandis qu'elle retournait dans le salon. Son regard s'attarda sur chaque détail qui témoignait de la vie que Robert avait construite ici, les dessins de Laila accrochés sur le réfrigérateur, les jouets d'Étienne soigneusement rangés, les photos sur les murs. Tout respirait l'amour, la tendresse, la patience. Jeanne prit une photo sur la table basse. Robert y souriait largement, tenant Étienne dans ses bras, tandis que Lila faisait une grimace à côté de lui. Le contraste entre ce Robert heureux et décontracté et l'homme sérieux qu'elle avait connu à la maison la frappa de plein fouet. « Pourquoi ne m'as-tu jamais montré cette part de toi ?» Robert, murmura-t-elle en caressant la photo du bout des doigts. Pourquoi pensais-tu devoir me la cacher? La culpabilité l'envahit. Combien de signes avait-elle ignorés? Combien de fois Robert était-il rentré tard, prétextant une surcharge de travail sans qu'elle ne cherche à comprendre? Elle s'était tant concentrée sur sa carrière, sur la construction de leur empire, qu'elle n'avait pas vu l'essentiel, le cœur immense de l'homme qu'elle aimait. Jeanne s'assit sur le canapé, toujours la photo entre les mains. Les souvenirs de son mariage défilèrent dans son esprit lent et douloureux, comme un vieux film qu'on aurait ralenti chaque image, lui rappelant combien elle avait perdu et combien il lui restait encore à réparer. Les dîners expédiés, les conversations superficielles sur le travail et les obligations mondaines, les nuits où ils s'endormaient dos à dos trop fatigués pour vraiment se parler. Tout lui revint en mémoire.
Mais il y avait aussi eu des instants de tendresse, des moments qui aujourd'hui prenaient une nouvelle signification. Les fois où Robert déposait une fleur sur son bureau, sans un mot, ou lui laissait son café préféré, prêt au petit matin. Les soirs où, malgré son incompétence culinaire, il insistait pour lui préparer un dîner, simplement pour la voir sourire. Les dimanches paresseux, où il restait au lit tard, rêvant d'un avenir qui n'existerait plus. « J'aurais dû faire plus attention », murmura Jeanne, les larmes commençant à couler. « J'aurais dû poser des questions, écouter davantage. » À ce moment, les pleurs d'Étienne retentirent faiblement depuis le berceau. Jeanne se leva d'instinct, le geste lui paraissait déjà naturel, et prit le bébé dans ses bras. « Chut, tout va bien, mon petit, murmura-t-elle. Je suis là. » En le berçant, Jeanne sentit un amour si fort qu'il lui coupa presque le souffle. Ce bébé inconnu quelques semaines plus tôt faisait désormais partie d'elle au même titre que Lila. Cette petite fille courageuse et sage au-delà de son âge. On ira bien, promit-elle doucement à la fois à Étienne et à elle-même. On honorera la mémoire de Robert. On deviendra la famille qu'il voulait pour nous. Quand Étienne se rendormit, Jeanne le reposa délicatement dans son berceau. Elle resta là quelques secondes, le regard fixé sur son sommeil paisible, sentant naître en elle une résolution nouvelle. Elle ne pouvait pas changer le passé, ni ramener Robert, mais elle pouvait façonner l'avenir, un avenir qui porterait l'empreinte de son amour et de sa compassion. Avec cette certitude, Jeanne décida d'affronter enfin ce qu'elle repoussait depuis des jours, le bureau de Robert dans leur demeure. Elle laissa un mot à Lila pour lui dire où elle allait, puis quitta discrètement l'appartement. Le trajet jusqu'à sa maison lui parut irréel. Les rues familières de son quartier huppé semblaient soudain étrangères, figées dans une froideur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Lorsqu'elle franchit la porte de sa demeure, le contraste entre la chaleur vivante du petit appartement et la froideur monumentale de sa maison la frappa de plein fouet. Jeanne s'arrêta devant la porte du bureau de Robert. Sa main tremblait sur la poignée. Inspirant profondément, elle entra. L'odeur familière des vieux livres et de sa lotion après rasage l'enveloppa aussitôt, lui arrachant un sanglot. Lentement, elle avança, effleurant les objets, les cadres, les livres. Chaque détail semblait contenir un fragment de lui. Elle ouvrit les tiroirs, feuilleta des dossiers sans savoir vraiment ce qu'elle cherchait, jusqu'à ce que son regard tombe sur un compartiment qu'elle n'avait jamais remarqué, habilement dissimulé, sur le côté du bureau. Le cœur battant, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un carnet relié de cuir et une clé USB. Les mains tremblantes, Jeanne prit le carnet et l'ouvrit. L'écriture familière de Robert couvrait les pages des notes précises, remplies de réflexions, de souvenirs de ses visites à Lila et Étienne, mais aussi des projets, des plans détaillés pour créer à partir de l'entreprise une fondation destinée aux enfants dans le besoin. « Oh Robert !» souffla-t-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais compris, j'aurais voulu t'aider. » À mesure qu'elle lisait, un flot d'émotions l'envahit, admiration pour sa vision et sa bonté. Chagrin pour toutes les occasions perdues, mais aussi une volonté farouche de faire aboutir ce qu'il avait commencé. Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte. Quand elle referma enfin le carnet, le soleil déclinait déjà, jetant de longues ombres à travers la pièce. Elle se leva épuisée, mais animée d'une énergie nouvelle. Elle savait désormais ce qu'elle devait faire honorer l'héritage de Robert, non seulement en s'occupant de Lila et d'Étienne, mais en réalisant son rêve, transformer leur entreprise en un véritable instrument de bien. Mais avant cela, elle devait faire face à une autre vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Le lendemain matin, Jeanne était assise dans une salle d'attente immaculée, les mains crispées sur ses genoux. L'endroit discret et élégant avait été choisi pour sa réputation et sa confidentialité. Madame Villiers appela une infirmière avec un sourire bienveillant. « Le docteur va vous recevoir. » Jeanne la suivit dans le cabinet, le cœur battant.
Depuis plusieurs jours, elle ignorait certains signes persuadés qu'il ne s'agissait que de fatigue et de stress. Mais après la lecture du journal de Robert, après tant de révélations sur son passé et son avenir, elle ne pouvait plus écarter la possibilité qui s'imposait. Le docteur Morel, un homme d'âge mûr au regard doux, l'accueillit avec chaleur. « Madame Villiers, je suis heureux de vous revoir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? » Jeanne prit une grande inspiration. « Docteur, je crois que je pourrais être enceinte. » Le médecin hocha la tête et sans surprise. « Je vois. Nous allons faire quelques examens pour en être certains. »« D'accord, » répondit Jeanne, d'une voix à peine audible. Alors qu'il se levait pour préparer le test, Jeanne sentit une larme silencieuse lui échapper. Elle posa la main sur son ventre. Un nouveau commencement, pensa-t-elle. Pas seulement pour elle, ni pour Robert, mais pour eux tous. Les minutes suivantes se déroulèrent comme dans un brouillard prélèvement sanguin. Questions sur ses symptômes, un rapide examen clinique. Quand le docteur Morel revint s'asseoir face à elle, Jeanne sentit l'air se figer autour d'elle. « Madame Villiers, dit-il doucement, un léger sourire aux lèvres. Félicitations, vous êtes enceinte. » Le monde sembla s'arrêter. Les mots résonnèrent, mais mirent quelques secondes à prendre sens. Enceinte. Elle était enceinte de l'enfant de Robert. De combien réussit-elle à murmurer? « D'après nos calculs, environ 6 semaines, répondit-il avec bienveillance. « Jeanne, je sais que cette nouvelle peut être bouleversante, surtout après ce que vous avez traversé. Avez-vous quelqu'un à qui en parler? » Jeanne hocha lentement la tête, encore étourdie. 6 semaines. Cela voulait dire que le bébé avait été conçu juste avant l'accident. Un dernier cadeau. Une ultime trace de l'homme qu'elle commençait seulement à comprendre. « Oui, j'ai du soutien », finit-elle par dire en pensant à Lila, à Étienne, à la petite famille qu'ils formaient désormais. « Merci, docteur. » Le reste de la consultation se déroula dans un état second, les explications sur le suivi prénatal, les ordonnances de vitamines, la date du prochain rendez-vous. Quand elle sortit enfin du cabinet, tout paraissait différent. Les couleurs plus vives, les sons plus clairs. Jeanne posa la main sur son ventre encore plat, incapable de croire qu'une nouvelle vie grandissait déjà en elle. « Oh, Robert !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Est-ce que tu le sais d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu savais? » Le trajet du retour fut une montagne russe d'émotions, la joie, la peur, la nostalgie. Comment allait-elle élever cet enfant seul? Comment cela allait-il s'intégrer à sa nouvelle vie avec Lila et les tiennes? Et comment concilier cette grossesse avec la mission immense qu'elle se sentait investie de poursuivre? De retour chez elle. Jeanne monta directement dans le bureau de Robert. Elle avait besoin de sentir sa présence, de retrouver son énergie. S'asseyant dans son fauteuil, elle laissa son regard se poser sur la pièce, absorbant chaque détail. Puis ses yeux tombèrent sur la clé USB qu'elle avait trouvée avec le journal. Les mains tremblantes, elle la brancha sur son ordinateur portable. Ce qu'elle découvrit lui coupa le souffle des tableurs détaillés, des notes des ébauches de statuts pour une fondation. Robert avait tout planifié avec une précision méticuleuse. Son rêve d'utiliser une partie des bénéfices de l'entreprise pour aider les enfants défavorisés n'était pas une idée floue, c'était un projet concret, structuré, prêt à être lancé. Jeanne passa des heures à parcourir les documents. Plus elle lisait, plus elle était émerveillée par la vision et la bonté de son mari. Et plus sa détermination grandissait, elle réaliserait ce rêve. Quand enfin, elle s'adossa au fauteuil vidé, mais l'esprit en ébullition, elle posa instinctivement une main sur son ventre. « Ton père était un homme extraordinaire », murmura-t-elle à l'enfant qu'elle ne sentait pas encore bouger. « Et nous allons honorer son héritage, ensemble. » À cet instant, dans le bureau de Robert, entourée des traces de ses projets et consciente de la vie qui grandissait en elle, Jeanne sentit une clarté nouvelle.
Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Elle prit son téléphone et passa 2 appels. Le premier à son assistante. Organiser une réunion exceptionnelle du conseil demain matin. C'est urgent, le second à Lila. Bonjour ma chérie, dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. J'ai une nouvelle importante à te dire. On peut se voir ce soir. Quand elle raccrocha, Jeanne sentit une vague de détermination l'envahir. L'avenir était incertain, semé d'épreuves, mais pour la première fois depuis la mort de Robert, elle se sentait pleine d'espoir. Elle leva les yeux vers la photo de Robert posée sur le bureau. « Je te le promets, pensa-t-elle, je ferai vivre ton rêve. Je construirai une famille avec Lila Étienne et ce bébé. Et j'utiliserai tout ce que tu m'as légué pour faire le bien que tu voulais accomplir. » Le soleil se couchait derrière la fenêtre, baignant la pièce d'une lumière dorée. Pour Jeanne, c'était un signe la fin d'un chapitre et le commencement d'un autre plein de promesses. Ce soir-là, Jeanne retourna dans le petit appartement qu'elle connaissait désormais par cœur. Lila l'accueillit d'une étreinte vive, les yeux pétillants de curiosité. « Jeanne, ça va. Tu as l'air différente, » observa-t-elle en scrutant son visage. Jeanne sourit, un mélange de nervosité et d'émotion dans la voix. « Oui, mon cœur, je vais bien. Et j'ai quelque chose d'important à te dire. En fait, je me sens mieux que depuis longtemps, » dit Jeanne avec un léger sourire. « Et il y a des choses importantes dont je dois te parler. » Elles s'assirent sur le vieux canapé du salon. Étienne dormait paisiblement dans son berceau tout près. Jeanne inspira profondément, cherchant par où commencer. Lila commença-t-elle doucement. « Tu te souviens de ce qu'on s'est dit à propos d'honorer la mémoire d'oncle Robert, de continuer ce qu'il avait commencé. » La fillette hocha la tête, ses grands yeux attentifs fixés sur Jeanne. « Eh bien, aujourd'hui j'ai découvert certaines choses. Des projets qu'il préparait. » Jeanne fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Il voulait utiliser l'argent de l'entreprise pour aider des enfants comme toi et Étienne, pour créer une fondation qui pourrait vraiment changer des vies. Les yeux de Lila s'écarquillèrent d'admiration. Il allait faire ça. Jeanne acquiesça, les larmes lui montant aux yeux. Oui. Et moi, je veux réaliser ce rêve pour lui. Je veux que l'entreprise serve à faire le bien, à aider des enfants comme il vous a aidé à Adèle. Lila resta silencieuse un instant, assimilant la nouvelle. Puis un sourire lent, émerveillé, se dessina sur son visage. « Ce serait incroyable, Jeanne. Oncle Robert serait si fier. »« J'espère, » répondit Jeanne d'une voix tremblée. Elle prit une autre inspiration. « Mais il y a autre chose, Lila. Quelque chose que j'ai appris aujourd'hui et qui va changer beaucoup de choses. » Lila pencha la tête intriguée. Jeanne posa alors la main sur son ventre. Le regard vif de la fillette ne manqua pas le geste. « Lila, je suis enceinte. Je vais avoir un bébé. Le bébé de Robert. » Un silence bouleversant tomba dans la pièce. Lila regarda Jeanne, puis sa main sur son ventre, puis son visage à nouveau. Ses émotions changèrent de la stupeur à la confusion, puis à quelque chose d'indéfinissable. « Un bébé ?» répéta-t-elle dans un souffle. « Tu vas avoir le bébé ?» D'oncle Robert. Jeanne hocha la tête, les larmes coulant librement. « Oui, ma chérie. Je sais que c'est un choc. Pour moi aussi, tu sais. » Lila resta un moment sans voix, puis soudain, elle se jeta dans ses bras en pleurant. « Oh, Jeanne, c'est merveilleux. » Jeanne la serra fort contre elle, laissant ses propres larmes couler. Elles restèrent ainsi longtemps, unies par un tourbillon d'émotions, mêlées joie, tristesse, espoir, peur. Quand elles se séparèrent enfin, Lila leva vers elle un regard sérieux. « Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour moi et Étienne. » Le cœur de Jeanne se serra devant l'inquiétude dans la voix de la fillette. Elle prit ses mains dans les siennes. « Lila, écoute-moi. Rien ne change dans ce que je ressens pour vous. Toi et Étienne, vous êtes ma famille maintenant,
tout autant que ce bébé. Nous serons une famille tous ensemble. C'est ce que Robert voulait. Et c'est ce que je veux moi aussi. Lila hocha lentement la tête, un petit sourire timide apparaissant sur ses lèvres. Une famille, tous ensemble. Exactement, confirma Jeanne, le cœur débordant d'amour pour cette enfant courageuse. Et ensemble, on accomplira le rêve de Robert. On utilisera l'entreprise pour aider d'autres enfants pour faire la différence qu'il voulait faire. À ce moment-là, comme s'il avait compris, Étienne poussa un léger gémissement depuis son berceau. Lila se leva d'un bond, mais Jeanne lui posa la main sur l'épaule. « Je peux » demanda-t-elle. Lila hocha la tête. Jeanne prit le bébé dans ses bras et le berça doucement. Étienne se calma presque aussitôt, ses yeux fixés sur le visage de Jeanne. « Coucou, petit bonhomme » murmura-t-elle. « Il paraît que tu vas bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. » « Qu'en dis-tu » le bébé gazouilla joyeusement, arrachant un rire à Lila et à Jeanne. « Je crois qu'il approuve » dit Lila souriante. Jeanne la regarda, puis baissa les yeux vers Étienne avant de poser la main sur son ventre. Sa famille. Ce n'était pas la famille qu'elle ou Robert avaient imaginée, mais c'était la leur parfaite à sa manière. « Demain, dit Jeanne avec une détermination nouvelle, j'ai une réunion avec le conseil d'administration. Je vais leur parler des projets de Robert de la Fondation. Ce ne sera pas facile, mais je suis prête à me battre. » Lila la regarda avec admiration. « Tu vas y arriver, Jeanne, j'en suis sûre. »« Merci, ma chérie, » répondit Jeanne avec un sourire ému. « Et après ça, eh bien, on commencera à planifier notre avenir. » Tous ensemble. Le soleil se couchait dehors, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre du petit appartement. Jeanne sentit la paix l'envahir, une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La route serait difficile, semée d'obstacles et d'incertitudes. Mais avec Lila, Étienne à ses côtés, et l'héritage de Robert pour la guider, elle se sentait prête à affronter n'importe quoi. L'avenir autrefois, si effrayant et flou, lui semblait désormais plein de promesses. Jeanne Villiers, puissante dirigeante veuve endeuillée et future mère, était prête à écrire le prochain chapitre de sa vie, un chapitre fait d'amour, de famille et d'un désir profond de changer le monde. C'était ce que Robert aurait voulu. C'était aussi ce qu'elle voulait. Et ainsi, dans ce petit appartement avec Étienne dans ses bras et Lila à ses côtés, Jeanne fit une promesse silencieuse, une promesse à Robert, à ses enfants, à l'enfant qu'elle portait et à elle-même. Une promesse d'amour, de dévouement et d'un avenir meilleur pour chacun d'eux. Le chapitre de son ancienne vie s'était refermé, mais un nouveau lumineux et plein d'espoir venait de commencer. Jeanne prit une profonde inspiration, ajustant sa blouse ample qui dissimulait à peine son ventre de 6 mois. Elle se tenait devant les portes de la salle du conseil, prête à affronter à nouveau le comité d'administration. Les derniers mois avaient été un tourbillon d'émotions et de défis, mais elle se sentait plus forte et plus déterminée que jamais. En entrant, elle sentit les regards se tourner vers elle, certains curieux, d'autres sceptiques, quelques-uns franchement hostiles. Jeanne redressa le menton, se souvenant de la raison pour laquelle elle se battait. « Mesdames, Messieurs, » commença-t-elle d'une voix assurée, « nous sommes réunis aujourd'hui pour discuter des progrès de la Fondation Villiers et de son intégration à nos activités. » Un murmure parcourut la salle, avant que la voix grave de Charles Andricourt, le doyen du conseil, ne l'interrompe. « Jeanne, nous comprenons vos motivations personnelles, mais détourner 30% de nos bénéfices vers un projet humanitaire, c'est purement irresponsable. » Jeanne sentit un pic d'irritation, mais garda son calme. « Ce n'est pas de la philanthropie. » Charles, répondit-elle d'un ton ferme. « C'est un investissement dans l'avenir. Chaque enfant que nous aidons aujourd'hui devient un adulte productif demain. Et sans oublier les avantages fiscaux et l'amélioration de notre image, cela justifie largement l'investissement initial.
Elle présenta alors des chiffres, des prévisions et des études de cas d'entreprises ayant mené des programmes similaires avec un grand succès. Au fur et à mesure qu'elle parlait, Jeanne vit certains membres du conseil prendre des notes, échanger des regards réfléchis. Mais la bataille était loin d'être gagnée. Pendant des heures, elle répondit aux questions, réfuta les objections et défendit avec passion la vision qu'elle et Robert avaient partagée. Lorsqu'elle quitta enfin la salle, elle était épuisée, mais satisfaite. Le conseil venait d'approuver la première phase du projet. Dans le couloir, son assistante Sarah l'attendait avec une bouteille d'eau et un regard plein d'inquiétude. « Alors comment cela s'est-il passé ?» demanda-t-elle. Jeanne prit une gorgée avant de répondre. « Difficile, mais productif. On a obtenu l'accord pour la phase initiale. » Sarah sourit sincèrement ravie. Elle faisait partie des rares personnes à l'avoir soutenue sans réserve depuis le début. « C'est une excellente nouvelle, Jeanne A. Et avant que j'oublie, l'avocat a appelé. Il veut fixer un rendez-vous pour discuter de la procédure d'adoption. » Le cœur de Jeanne s'envola. Entre sa grossesse et les combats qu'elle menait au sein de l'entreprise, elle craignait parfois que l'adoption de Lila et d'Étienne ne soit reléguée au second plan. « Parfait, répondit-elle avec émotion. Planifiez cela pour demain, s'il vous plaît. Et merci, Sarah, pour tout. Toujours là pour vous. Jeanne répondit doucement, Sarah. Oh, et n'oubliez pas votre rendez-vous de suivi prénatal à 16 heures. Jeanne jeta un coup d'œil à l'horloge, surprise de voir comme le temps avait filé. Elle la remercia et quitta les bureaux précipitamment. Allongée sur la table d'examen du docteur Chen, pendant qu'il étalait le gel froid sur son ventre, Jeanne sentit la tension de la journée s'évanouir. « Le voilà », dit le médecin avec un sourire en désignant l'écran. « Votre petit garçon grandit bien, fort et en pleine santé. » Les yeux de Jeanne se remplirent de larmes à la vue de cette image fragile. « Coucou petit trésor », murmura-t-elle. « Maman travaille dur pour construire un monde meilleur pour toi. » En sortant du cabinet, les photos d'échographie à la main, Jeanne décida de faire une surprise à Lila et Étienne. Bien qu'elle passe désormais la plupart de ses nuits chez eux, elle gardait encore sa maison principale pour les affaires et les rendez-vous. Lorsqu'elle arriva, des cris joyeux résonnèrent dans le couloir. Jeanne, Lila se précipita vers elle et la serra fort, tandis qu'Étienne, qui marchait depuis peu, trottinait vers elle, sur ses petites jambes hésitantes. « Bonjour mes amours », dit Jeanne, avec un large sourire en soulevant doucement le petit garçon. « J'ai une surprise pour vous. » Elle sortit les photos et expliqua patiemment à Laila ce que représentaient les formes floues sur l'image. Les yeux de la fillette s'illuminèrent. « C'est notre petit frère », souffla-t-elle émue. Le cœur de Jeanne se gonfla d'amour. « Oui, ma chérie, c'est ton petit frère frère. » Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Jeanne s'assit sur le petit balcon de l'appartement, regardant les lumières de la ville scintiller au loin. Elle posa une main sur son ventre, arrondi, pensant à Robert et à tout ce qu'il aurait aimé voir. « Nous y arrivons », Robert murmura-t-elle dans la nuit. « Ce n'est pas facile, mais nous y arrivons. » Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'activités. Jeanne jongla entre ses responsabilités à la tête de l'entreprise, ses rendez-vous médicaux, ses réunions avec les avocats chargés de l'adoption et bien sûr les soins quotidiens de Lila et d'Étienne. La procédure d'adoption fut particulièrement éprouvante. Malgré ses moyens financiers et son influence, Jeanne se heurta à la lourdeur administrative et à des doutes sur sa capacité à élever 2 enfants, tout en dirigeant une grande société et en attendant un bébé. Il y eut des moments de découragement, des nuits où elle pleurait en silence dans la salle de bain, craignant de ne pas pouvoir tenir toutes ses promesses. Mais chaque fois, un dessin de Lila ou quelques pas hésitants d'Étienne lui rendaient de la force de continuer. À l'entreprise, la mise en place de la Fondation Villiers connut aussi ses propres obstacles. Certains employés accueillirent le projet avec enthousiasme, d'autres avec résistance. Jeanne passa d'innombrables heures en réunions, en négociations et en séances de planification.
Mais lentement, presque imperceptiblement au début, les choses commencèrent à changer. La Fondation fit ses premiers dons venant en aide à des familles dans des situations semblables à celles de Lila et d'Étienne. Les succès s'accumulèrent, et même les membres les plus sceptiques du conseil durent reconnaître l'impact positif du projet. Puis, un matin de printemps ensoleillé, Jeanne sentit les premières contractions. Avec Lila serrant sa main et Sarah s'occupant d'Étienne, elle mit au monde le petit Christophe Robert Villiers, en tenant son nouveau-né dans ses bras, tandis que Lila et Étienne se penchaient pour découvrir leur petit frère. Jeanne fut submergée d'amour et de gratitude. Sa famille n'était pas conventionnelle ni celle qu'elle et Robert avaient imaginée, mais elle était parfaite. Les semaines suivantes furent un brouillard de nuit sans sommeil de couche et d'adaptation. Mais au milieu du chaos, il y eut des moments de pur bonheur. Lila lisant des histoires à Christophe Étienne, déposant des baisers maladroits sur son front, et Jeanne les regardant tous les trois, le cœur débordant d'amour. Presque sans qu'elle s'en rende compte, une année entière s'était écoulée depuis la mort de Robert. Un matin d'automne, Jeanne se retrouva debout devant le miroir, se préparant pour une visite importante. Christophe, âgé de 2 mois, dormait paisiblement dans ses bras, tandis que Lila, désormais âgée de 5 ans, aidait Étienne, qui en avait 2, à lasser ses chaussures. « Tout le monde est prêt ?» demanda Jeanne, d'une voix douce mais ferme. « Oui, maman » répondit Lila, en lui prenant de la main. « On peut aller voir papa maintenant. » Le cœur de Jeanne se serra en entendant Lila appeler Robert papa. C'était récent, et cela la touchait à chaque fois profondément. Le trajet jusqu'au cimetière se fit en silence. Chacun à l'arrière de la voiture était perdu dans ses pensées. Arrivée devant la tombe de Robert, Jeanne sentit une vague d'émotion la submerger. « Bonjour mon amour », dit-elle doucement en s'agenouillant devant la pierre. « On est venus tous ensemble aujourd'hui. » Lila s'avança et déposa un bouquet de lys, les fleurs préférées de Robert. « Bonjour papa », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Tu nous manques. » Étienne, sans tout comprendre, mais ressentant la gravité du moment, se blottit contre Jeanne. « Papa » demanda-t-il, en pointant la photo de Robert gravée sur la pierre. « Oui, mon cœur » répondit Jeanne en embrassant sa tête. « C'est papa. » Ils restèrent un moment silencieux, baignés à la fois par la présence des uns et par l'absence de l'autre. Puis Jeanne prit la parole, les larmes coulant librement sur ses joues. « Oh Robert, tant de choses se sont passées depuis 1 an. Tant de défis, tant de changements. Mais nous sommes là, mon amour. Nous réalisons ton rêve. » Elle lui parla de la fondation, de son succès grandissant des familles qu'ils aidaient à travers tout le pays. Elle évoqua la procédure d'adoption presque finalisée. Elle raconta la naissance de Christophe, nommé en ton honneur. « Tu as changé nos vies. » Robert continua-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Tu nous as donné une famille, un but. Ton héritage d'amour et de compassion vit en nous chaque jour. » Lila, qui écoutait attentivement, s'approcha et entoura Jeanne de ses bras. « Papa serait fier de nous. » « N'est-ce pas ?» Maman Jeanne sourit à travers ses larmes et la serra contre elle. « Oui, ma chérie. J'en suis sûr, il serait très fier. » Saisissant l'émotion du moment, Étienne les rejoignit et entoura de ses petits bras la jambe de Jeanne. Ensemble, sous le ciel d'automne, ils formèrent une étreinte silencieuse, une famille née de la perte, mais unie par l'amour et l'héritage de Robert. Christophe, comme s'il sentait la portée du moment, resta étrangement calme dans les bras de sa mère. Ils demeurèrent ainsi longtemps une famille unie par l'amour et la perte, la gratitude et l'espérance. Finalement, Jeanne se redressa, ajustant doucement le bébé contre elle. « Il est temps de rentrer, mes chéris, » dit-elle d'une voix douce. « Nous avons encore beaucoup à faire. » En s'éloignant de la tombe, elle jeta un dernier regard en arrière. « Merci, Robert, » murmura-t-elle, « pour tout. » Le soleil d'automne baignait le cimetière d'une lumière dorée, tandis que la petite famille regagnait la voiture.
Jeanne observa Lila à aider Étienne, à sauter par-dessus les flaques d'eau, écouta les gazouillis paisibles de Christophe et sentit une vague de détermination la traverser. La route à venir restait pleine de défis, la fondation à diriger des enfants, à élever un héritage à honorer. Mais Jeanne Villiers était prête. Avec l'amour de Robert guidant ses pas et celui de ses enfants fortifiant son cœur, elle savait qu'elle pouvait affronter n'importe quoi. En attachant les enfants dans la voiture, Jeanne leva un instant les yeux vers le ciel bleu éclatant de l'automne. « Nous y arrivons, Robert, pensa-t-elle. Ensemble, même si tu n'es plus là, nous construisons la famille et le monde dont tu rêvais. » Puis elle monta dans la voiture, prête à affronter le nouveau chapitre de sa vie, un chapitre d'amour de famille et d'engagement envers les autres. Un voyage que Robert avait commencé et qu'elle poursuivait désormais de tout son cœur avec toute sa force. La voiture s'éloigna du cimetière, emportant la famille Villiers, imparfaite, inattendue, mais parfaitement unie vers le monde qu'il contribuait à rendre un peu meilleur chaque jour. Et quelque part, Jeanne en était sûre. Robert souriait. Alors que la voiture quittait les allées bordées d'arbres, Jeanne jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. À l'arrière, Lila restait silencieuse, pensive, tandis qu'Étienne s'était déjà endormi dans son siège. Christophe, bien éveillé, observait le paysage défiler à travers la vitre, les yeux pleins de curiosité. Maman demanda soudain, Lila rompant le silence. « Oui, ma chérie, » répondit. Jeanne croisant son regard dans le miroir. « Tu crois que papa Robert est fier de nous. » Le cœur de Jeanne se gonfla d'amour et d'émotion. « J'en suis certaine, Lila. Absolument certaine. » Un léger sourire illumina le visage de la fillette. « Moi aussi, murmura-t-elle. Je crois qu'il l'est. » Le reste du trajet se déroula dans un silence apaisant. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison, Jeanne sentit une paix profonde l'envahir. En aidant les enfants à sortir de la voiture, elle se fit une promesse silencieuse à elle-même et à Robert de continuer à construire la vie et l'héritage qu'il avait commencé. Ce soir-là, après avoir couché les enfants, Jeanne s'installa sur le balcon face aux lumières de la ville. Elle sortit le journal de Robert, qu'elle gardait toujours près d'elle, et feuilleta lentement les pages. Ses yeux s'arrêtèrent sur un passage écrit peu avant sa mort. Le vrai succès ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à l'impact positif que nous laissons dans la vie des autres. J'espère qu'un jour je pourrai montrer cela à Jeanne et partager avec elle la joie de faire la différence. Jeanne caressa les mots du bout des doigts comme pour en absorber la chaleur. « Je comprends maintenant, Robert, murmura-t-elle dans la nuit. Et je te le promets, je continuerai ton œuvre. J'élèverai nos enfants dans l'amour et la bienveillance, et je ferai la différence que tu désirais tant. » Dans un soupir paisible, elle referma le carnet. L'avenir lui réservait encore bien des épreuves, mais elle se sentait prête. Portée par l'amour de ses enfants, le souvenir de Robert et sa propre détermination, Jeanne savait qu'aucun obstacle ne serait insurmontable. Avant d'aller se coucher, elle jeta un dernier regard dans les chambres. Lila et Étienne dormaient paisiblement, tandis que Christophe reposait dans son berceau. Sa famille, son but, son héritage. « Bonne nuit, mes amours, » chuchota-t-elle. « Bonne nuit, Robert. » Et ainsi, Jeanne Villiers termina une nouvelle journée de sa vie. Une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée, mais qu'elle n'aurait échangée pour rien au monde. Une vie faite de défis d'amour et d'altruisme. Une vie qui honorait l'héritage de Robert et préparait un avenir radieux pour leurs enfants. Ce chapitre se refermait, mais l'histoire de Jeanne et de sa famille était loin d'être terminée. Ce n'était que le commencement d'un voyage extraordinaire, guidé par l'amour, la compassion et le sens du devoir, un voyage que Robert avait entamé et qu'ils poursuivaient désormais ensemble à travers elle.